Mon mari a hurlé, alors va chez tes parents, j'espère que tu ne gèleras pas, et m'a enfermé dehors en plein hiver, vêtu seulement de ma chemise de nuit. J'étais sur le point de casser la vitre quand notre voisine âgée est sortie et a dit, mon fils est le patron de votre mari. Reste avec moi, demain il suppliera. Ebony a entendu la voiture s'arrêter bien après 23 heures. Elle était assise en silence dans la cuisine, fixant une tasse de thé qui avait refroidi depuis longtemps. La porte s'est ouverte et Dante est entré. Il était de bonne humeur. Ses joues étaient rougies par le gel mordant de Chicago, et son cher manteau de laine sentait le parfum de quelqu'un d'autre. Doux, entêtant, pas le sien. Il a jeté ses clés sur la table dans le hall et est entré dans la cuisine, desserrant le nœud de sa cravate. « T'es pas encore couché ?» a-t-il demandé joyeusement, comme s'il ne remarquait pas le silence tendu qui remplissait la pièce. Il a ouvert le réfrigérateur et a regardé à l'intérieur. « Y a quelque chose à manger ? Je n'ai mangé qu'une salade à la réunion de négociation. » Ebony a lentement levé les yeux vers lui. Elle est restée silencieuse. Elle s'était promis que ce soir, elle tiendrait sa langue, qu'elle ne demanderait rien, n'essaierait de rien clarifier. Mais l'odeur de ce parfum était trop forte, trop étrangère dans leur maison. Les négociations ont encore duré tard. Sa voix était basse, dénuée d'émotion. « Tu sais comment c'est, bébé. » Fin de l'année fiscale, a répondu Dante, sortant un récipient de restes du dîner de la veille. Rapport, réunion, contrat. Il faut tout boucler avant les vacances. Je suis crevé comme un chien. Il a mis la nourriture au micro-ondes et s'est tourné vers elle, remarquant enfin son regard fixe. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant ? Tu fais une tête comme si quelqu'un était mort. C'était le début. Bienvenue dans les histoires de Betty. Je partage de nouvelles histoires de vie ici chaque jour, et j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez et que vous aimiez ma vidéo. Maintenant, revenons à mon histoire. Je suis sûr que vous l'adorerez si vous continuez à écouter jusqu'à la fin. Ebony a pris une profonde inspiration. Je suis juste curieuse, Dante. Ces voyages d'affaires, ces négociations tardives, ils ont commencé à arriver trop souvent. Chaque semaine, parfois 2 ou 3 fois par semaine. Il a gloussé, secouant la tête. Je gagne de l'argent, Ebony, pour nous, pour cette maison, pour tes virées shopping. Ou as-tu oublié comment ça marche ? Ça fait quoi, 7 ans que tu n'as pas travaillé ? C'était un coup bas. Il faisait toujours ça. Quand il n'avait pas d'argument, il lui rappelait qu'elle était une femme au foyer. Une femme au foyer qu'elle était devenue à sa propre insistance. Pourquoi as-tu besoin de ce travail de comptable poussiéreux, de ce stress, lui avait-il dit à l'époque. Tu t'occupes de notre maison. Je veux rentrer et voir ma belle épouse, pas une experte comptable fatiguée. Et elle l'avait cru. Elle avait quitté une brillante carrière, un poste d'auditrice principale dans un grand cabinet, et maintenant il le lui jetait au visage à chaque occasion. Je n'ai pas oublié comment ça marche, a-t-elle répondu d'un ton égal. Je n'ai pas non plus oublié à quoi ressemblent les rapports financiers. J'ai vu le relevé de notre compte joint. Il y a beaucoup de dépenses dans des restaurants où tu prétendais ne pas être et des paiements d'hôtel les jours où tu étais censé dormir au bureau pour finir un projet. Dante a cessé de sourire. Il s'est lentement approché de la table et s'est assis en face d'elle. Ses yeux sont devenus froids comme la glace sur le trottoir dehors. Tu fouilles dans mes comptes. Ce sont nos comptes, a rétorqué Ebony. Ou plutôt, ils l'étaient. Depuis 6 mois, ton salaire va sur un autre compte dont je ne sais rien, et tu ne transfères ici qu'une petite allocation pour les dépenses. Je veux savoir ce qui se passe, Dante. Le micro-ondes a sonné, mais personne n'y a prêté attention. La tension dans l'air était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ce qui se passe. Il a ri méchamment. Un son court et sec, comme un aboiement. Ce qui se passe, c'est que je travaille comme un esclave pour faire vivre cette famille, cette maison, ce style de vie auquel tu t'es si habitué, et toi, tu restes assise ici toute la journée, à t'ennuyer à mourir, te prenant pour une sorte de détective, fourrant ton nez là où il ne faut pas, ce sont mes affaires. Sa voix tremblait, mais elle s'efforçait à parler fermement. Je suis ta femme. J'ai le droit de savoir où va notre argent et où tu passes tes nuits. Tu as le droit de te taire et d'être reconnaissante, a-t-il aboyé, frappant la table de sa paume. L'argenterie a cliqueté. J'en ai marre de tes soupçons constants. J'en ai marre de ta mine renfrognée. Peut-être que si tu prenais soin de toi au lieu de mes comptes en banque,
j'aurais envie de rentrer plus tôt. Les mots ont été comme une gifle. Ebony a senti les larmes lui monter aux yeux, mais elle ne le laisserait pas les voir. Elle a serré les poings sous la table. Alors c'est ça. C'est de ma faute. De qui d'autre? Il s'est levé, la dominant. Tu es devenue une femme au foyer ennuyeuse et perpétuellement malheureuse. Que peux-tu me donner à part des plaintes? Les larmes ont finalement coulé sur ses joues. C'était trop cruel, trop injuste. Il l'avait voulu. Il l'avait rendu ainsi. Je t'ai tout donné, a-t-elle murmuré. J'ai renoncé à ma vie pour toi. Alors reprends-la, a-t-il crié. Ça ne te plaît pas ici? Dégage. La porte est juste là. Tu peux retourner chez tes parents en Géorgie dès maintenant, dans cette petite bicoque. Je me demande comment tu leur expliqueras pourquoi ton mari t'a quitté. Il l'a saisie par le bras. Ebony a crié de surprise et de douleur. Ses doigts se sont enfoncés dans son épaule comme un étau. Il était fort, beaucoup plus fort qu'elle. Lâche-moi. Tu me fais mal, Dante. Lâche-moi. Mais il n'écoutait pas. Il l'a traînée de la table, à travers la cuisine et dans le hall. Elle était pieds nus, vêtue seulement d'une fine chemise de nuit en soie. Le carrelage froid du couloir lui brûlait les pieds. Elle a essayé de résister, de se libérer, mais sa prise était de fer. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? A-t-elle crié, mais sa voix s'est noyée dans sa respiration furieuse. Il a ouvert la porte d'entrée d'un coup sec. Un souffle d'air glacial lui a frappé le visage. C'était un véritable hiver de Chicago, un blizzard. La neige avait déjà tout recouvert d'un linceul blanc. Tu voulais parler d'argent? A-t-il grogné à son oreille. Il n'y a pas d'argent. Tu voulais la vérité. Voici la vérité. J'en ai marre de toi. Sur ces mots, il l'a jetée dehors sur le porche. Elle est tombée à genoux sur les marches enneigées. Le froid a été instantané, choquant. Le tissu fin de sa chemise de nuit a été immédiatement trempé et s'est transformé en glace. Elle a relevé la tête, incapable de croire ses yeux. Dante se tenait dans l'embrasure de la porte. Son visage était tordu de méchanceté. Rentre chez tes parents à pied. J'espère que tu ne mourras pas de froid, a-t-il hurlé avant de claquer la porte. Un premier verrou a cliqué. Puis le peine dormant. Ebony était seule, en chemise de nuit, par des températures négatives. Le silence n'était rompu que par le hurlement du vent. Elle s'est relevée d'un bond et a commencé à frapper la porte de ses poings. Dante, ouvre. Qu'est-ce que tu fais? Ouvre cette porte tout de suite. Mais il n'y a eu aucune réponse. La lumière du hall s'est éteinte. Il ne regardait même pas. Il l'avait simplement laissée pour morte. La panique a commencé à céder la place à la terreur. Elle savait qu'elle ne tiendrait pas longtemps dans ce froid. Ses pieds nus ne sentaient plus les marches. Sa peau brûlait à cause du froid. Elle a regardé autour d'elle. Leur communauté fermée était calme et respectable. Tous les voisins dormaient derrière de hautes clôtures. Crier à l'aide était inutile. Le vent emporterait sa voix. Son téléphone était dans la maison. Tout était dans la maison. Toute sa vie. Elle a couru à la fenêtre du salon. Les rideaux étaient tirés. Elle a tapoté, puis a commencé à frapper plus fort. Dante, s'il te plaît. Je gèle. Silence. L'humiliation était insupportable, mais la peur de la mort était plus forte. Elle devait entrer. Elle devait survivre. Son regard a balayé le porche. Près d'un parterre de fleurs ensevelies sous la neige, elle l'a vu. Une lourde statue de jardin en pierre qu'elle avait achetée en été. Maintenant, elle était couverte de givre et gelée au sol. C'était sa seule chance. Elle a couru vers elle, la déterrant de la neige à main nue. Ses doigts se sont instantanément engourdis. C'était douloureux, mais elle a persisté avec entêtement. Finalement, elle a réussi à arracher la lourde silhouette de la terre. Frissonnant violemment, elle s'est approchée de la fenêtre. Ses dents claquaient si fort qu'elle avait l'impression qu'elles allaient se briser. Elle a levé la pierre au-dessus de sa tête. Une seconde de plus et elle briserait la vitre de sa propre maison. Elle savait qu'il n'y aurait pas de retour en arrière après ça, mais pour l'instant, ça n'avait pas d'importance. La survie était la seule chose qui comptait.
Et au moment exact où ses bras ont commencé à bouger pour faire s'écraser la pierre sur la vitre, un son est venu de près. Le clic d'une serrure, mais pas de sa maison. La porte du manoir voisin, un endroit immense qui ressemblait à un palais et semblait toujours inhabité, s'est lentement ouverte. Une femme âgée est sortie sur le porche. Elle était grande, majestueuse, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés. Un lourd manteau de fourrure était drapé sur ses épaules. Ebony s'est figée avec la statue dans les mains, se sentant comme si elle avait été prise sur le fait. C'était Walia Holloway, la propriétaire de tout le lotissement, une légende locale, une femme que tout le monde craignait et respectait. Ebony ne l'avait vue que quelques fois de loin, alors qu'elle montait dans son énorme berline noire. Walia a regardé Ebony sans surprise, comme si elle voyait une telle scène tous les jours. Son regard était vif, perçant. Elle a lentement descendu ses marchés, sans dire un mot, s'est approchée d'Ebony. Puis elle a enlevé son manteau de fourrure et l'a drapé sur les épaules tremblantes de la jeune femme. La fourrure était incroyablement chaude et lourde. Elle sentait le parfum cher et le pouvoir. La femme a pris Ebony par le bras. Sa prise était ferme et confiante. « Venez », a-t-elle dit doucement mais avec autorité. Elle a conduit Ebony, stupéfaite, vers sa maison, jetant un bref regard méprisant à la porte derrière laquelle Dante s'était caché. Ebony a trébuché. Ses jambes ne lui obéissaient plus. Elles sont entrées dans un hall immense inondé de lumière chaude. Walia a fermé la porte derrière elle, coupant le froid et le vent. Elle a aidé Ebony à s'asseoir dans un profond fauteuil près de la cheminée. Mon mari, a essayé d'expliquer Ebony, mais ses lèvres ne fonctionnaient pas, et les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle ne savait pas quoi dire. Comment expliquer cette honte? Walia a levé la main, l'arrêtant. Je n'ai pas besoin d'explication. Je sais qui vous êtes, Ebony Mercer, et je sais qui il est, Dante Gaines. Ebony l'a regardé, surprise. Comment connaissait-elle leur nom? Walia s'est dirigée vers le bar, a versé du cognac dans un verre ballon et l'a tendu à Ebony. Buvez. C'est un ordre. Son ton n'admettait aucune objection. Ebony a docilement pris une gorgée. Le liquide brûlant lui a roussi la gorge et a répandu de la chaleur dans son corps. Walia l'a observé pendant quelques secondes, puis a prononcé les mots qui ont tout changé. Mon fils Julian est le patron de votre mari et je suis la propriétaire de toute l'entreprise, Holloway Holdings. Le monde d'Ebony, qui venait de s'effondrer, s'est soudainement retourné à nouveau. Elle a regardé cette femme puissante, et une prise de conscience a lentement germé dans ses yeux. Ce n'était pas une simple sympathie de voisinage. C'était quelque chose de plus. Walia s'est approchée de la fenêtre et a regardé vers la maison d'Ebony, qui semblait maintenant petite et pathétique. Venez, vous dormirez ici ce soir dans la suite d'invités, et demain, elle a fait une pause, et sa voix est devenue aussi dure que l'acier, demain, il sera à genoux, suppliant pour obtenir pitié. Ebony n'a pas dormi de la nuit. Elle était allongée dans un lit immense dans la chambre d'amis, enveloppée dans une couette en soie, fixant le plafond. Son corps s'était enfin réchauffé, mais à l'intérieur, tout était encore gelé. Les mots d'Walia, autoritaires, promettant vengeance, résonnaient dans sa tête, mais n'apportaient aucun soulagement. Il semblait irréel, tout comme tout le reste de ce qui se passait. La veille au soir encore, elle n'était qu'une épouse, la maîtresse de sa maison. Maintenant, elle était une paria, réfugiée dans le manoir de la femme la plus influente dans la vie de son mari. Le matin, elle a été réveillée par un léger coup à la porte. Une femme de chambre est entrée, apportant du café sur un plateau et une pile de vêtements. Madame Holloway m'a demandé de vous donner ceci, a dit la femme, en posant un pull en cachemire de couleur crème, un pantalon en laine taillée et des mocassins en cuir souple sur le fauteuil. Et elle vous a demandé de descendre dans son bureau dès que vous serez prête. Les vêtements étaient chers, d'une qualité impeccable, et curieusement, lui allaient parfaitement. Ebony s'est habillée, se sentant comme une usurpatrice dans ces luxueuses choses étrangères. Elle a regardé son reflet dans le miroir, une femme pâle et fatiguée aux yeux brillants de fièvre lui a renvoyé son regard, mais les vêtements chers lui donnaient une nouvelle apparence, austère. Elle ne ressemblait plus à une victime. Cela lui a donné de la force. Le bureau d'Walia Holloway était au rez-de-chaussée. C'était une vaste pièce lambrissée de bois sombre avec des bibliothèques du sol au plafond et un bureau en chêne massif. La maîtresse de maison était assise dans un grand fauteuil en cuir, le dos tourné à la cheminée où des bûches crépitaient doucement. Elle a indiqué à Ebony une chaise en face d'elle. « Asseyez-vous, Ebony. »
Iboni s'est assise sur le bord, redressant son dos. Mon fils sera là d'une minute à l'autre, a annoncé Walia comme si elle discutait de la livraison du courrier. Et juste après lui, votre mari. Je veux que vous soyez présente pour cette conversation. Le cœur d'Iboni s'est mis à battre la chamade. Revoir Dante. Elle n'était pas sûre d'être prête. Je ne sais pas quoi dire, a-t-elle murmuré. Vous n'avez rien à dire, a coupé Walia. Je parlerai. Votre travail consiste simplement à vous asseoir ici comme un rappel vivant de ce qui s'est passé. Elles sont restées assises en silence pendant 10 minutes. Puis on a frappé à la porte et un homme d'environ 40 ans est entré. Grand, bien habillé, mais avec un visage pâle et hagard. Il a nerveusement ajusté sa cravate et s'est approché du bureau de sa mère. « Mère, vous m'avez appelé ?» Sa voix était tendue. « Oui, Julian, asseyez-vous. » Walia a désigné une troisième chaise à côté d'Iboni. Julian a jeté un regard rapide et effrayé à Iboni et a immédiatement détourné les yeux. Il s'est assis, essayant de garder le plus de distance possible. Il se sentait clairement extrêmement mal à l'aise. La peur de sa mère était écrite en lettres capitales sur son visage. « Savez-vous qui est cette femme ?» a demandé Walia, fixant son fils droit dans les yeux. « Oui, mère. »« C'est Iboni, la femme de Dantgen, » a-t-il répondu doucement. « Bien que vous le sachiez, » a-t-elle hoché la tête. « Parce que dans quelques minutes, Gen lui-même sera ici. Je l'ai convoqué aussi. » Julian est devenu encore plus pâle. « Mère, peut-être que nous ne devrions pas. Ce sont leurs affaires de famille. Peut-être que je peux lui parler moi-même. » D'homme à homme. Vous lui avez déjà parlé d'homme à homme, l'a interrompu Walia d'un ton glacial. Et vous avez parlé jusqu'à ce que votre subordonné jette sa femme dehors dans le froid glacial en chemise de nuit. Vous ne parlerez plus. Vous écouterez. La porte s'est rouverte et la secrétaire a annoncé « Monsieur Dantgen est arrivé. » Faites-le entrer, a ordonné Walia. Dante est entré dans le bureau avec un sourire confiant sur le visage. Il était vêtu de son meilleur costume, fraîchement rasé, et clairement prêt pour une victoire facile. Il pensait manifestement avoir été appelé pour un petit malentendu de voisinage qu'il réglerait facilement avec son charme. « Madame Holloway, Julian. »« Bonjour », a-t-il dit joyeusement. Et puis son regard est tombé sur Iboni. Le sourire a glissé de son visage. Il s'est figé sur place comme s'il avait heurté un mur invisible. Choc, incrédulité, puis panique. Il a regardé sa femme, assise dans le bureau de la propriétaire de l'entreprise dans des vêtements chers, puis Walia elle-même, dont le visage était comme un masque de pierre. Toute sa confiance s'est évaporée en une seconde. Il a réalisé que ce n'était pas juste une conversation de voisinage. « Quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» a-t-il rappelé, en montrant Iboni du doigt. « Elle est mon invitée ici », a répondu Walia d'une voix égale. « Mais la vraie question est, que faites-vous ici, monsieur Gen ? » C'est une bonne question. Je vous ai appelé pour vous informer d'une simple décision. Elle a fait une pause, savourant sa confusion. À partir de cette minute, vous êtes licencié de Holloway Holdings. Dante a titubé. Licencié ? Pourquoi ? Pour dépravation morale et comportement incompatible avec le statut d'un employé de notre entreprise, a énoncé clairement Walia. La nuit dernière, vous avez commis un acte qui ne fait honneur à aucun homme. Vous avez jeté votre femme dehors dans le froid glacial. Vous avez mis sa vie en danger. De telles personnes ne travaillent pas dans mon entreprise. Faites toute la paperasse aujourd'hui. Votre dossier d'emploi et votre dernier salaire seront prêts ce soir. La panique dans les yeux de Dante était presque primitive. Perdre ce travail, ce poste, ce revenu. Pour lui, c'était l'équivalent de la mort. Il a regardé Julian, cherchant du soutien. Julian, dis-lui que c'est un malentendu. On a juste eu une dispute de famille normale. Iboni, dis-leur. Mais Iboni est restée silencieuse, le regardant avec un mépris froid. Tout son amour, tout son pardon s'était évaporé la nuit dernière sur ce porche glacé. Dante s'est retourné vers Walia. Sa voix tremblait. « Madame Holloway, je vous en supplie. J'ai donné 10 ans à cette entreprise. Je suis l'un des meilleurs employés. Vous ne pouvez pas faire ça pour une simple bagatelle domestique. Ce n'est pas une bagatelle, l'a-t-elle coupé. C'est tout. Vous êtes renvoyé, Gen.
Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. La panique sur le visage de Dante a commencé à s'estomper. Elle a été remplacée par une pensée intense. Et puis un rictus froid et mauvais est apparu sur ses lèvres. Il s'est redressé. La peur a disparu, laissant place à une confiance glaciale. Il a déplacé son regard d'Walia vers son fils Julian, qui était resté assis, enfoncé dans son fauteuil, ayant peur de lever les yeux pendant tout ce temps. Licencié, a de nouveau demandé Dante, et de nouvelles notes d'acier résonnaient dans sa voix. Êtes-vous sûr, Julian, que vous voulez cela? Julian a tressailli et a levé les yeux vers lui avec un regard effrayé. Je ne pense pas que vous vouliez cela, a poursuivi Dante, regardant droit dans les yeux de son patron. Sa voix était basse, mais dans le silence assourdissant du bureau, chaque mot frappait comme un marteau. Du moins, pas avant que nous ayons finalement conclu l'accord sur le contrat de ciment Keystone. À ces mots, Julian a visiblement tressailli. Il est devenu si pâle que son visage ressemblait à du papier. Il a jeté un regard traqué à sa mère mais l'a immédiatement baissé. Walia a froncé les sourcils, regardant de son fils à Dante. La perplexité se lisait sur son visage. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Quel contrat de ciment Keystone? Qu'est-ce que cela a à voir avec votre licenciement? Mais Dante ne la regardait plus. Il regardait son patron brisé. Et il savait qu'il avait gagné. Il avait le dessus. Il était à nouveau le maître de la situation. Le rictus sur son visage s'est élargi. Il s'est retourné, a nonchalamment ajusté les poignets de sa veste chère et s'est dirigé vers la sortie. Il n'a pas dit un autre mot à Walia ou à Julian. En passant près d'Iboni, il s'est penché et a murmuré pour qu'elle seule puisse entendre, ne sois pas en retard pour le dîner, ma petite femme. Et il est sorti, fermant doucement la porte derrière lui. Un lourd silence régnait dans le bureau. La promesse d'Walia, si ferme et puissante, s'est effondrée en poussière. La justice qui avait été si proche, s'est dérobée. Dante n'était pas écrasé. Il n'était pas à genoux. Il est parti en vainqueur, laissant derrière lui la peur, la confusion et une question tacite. Quel était ce contrat de ciment Keystone qui donnait à un simple directeur de la logistique un tel pouvoir sur le PDG? La porte s'est refermée derrière Dante, produisant un son semblable à un coup de feu dans le silence. Iboni n'a pas bougé. Elle fixait cette porte derrière laquelle son mari, son bourreau, avait disparu, et ne ressentait qu'un vide glacial. Sa dernière phrase, lancée dans un murmure, n'était pas seulement une moquerie. C'était l'ordre d'un maître, confiant dans son impunité totale. Walia tourna lentement la tête et regarda son fils. Son visage, auparavant simplement sévère, exprimait maintenant un dédain glacial. Julian se ratatina sous ce regard. Quel est ce contrat de ciment Keystone? La voix d'Walia était basse, mais de l'acier y résonnait. Julian se leva brusquement de sa chaise. Il se mit à arpenter le bureau, tripotant les poignets de sa chemise. Mère, c'est un contrat très complexe, stratégiquement important pour l'entreprise. Nous entrons sur un nouveau marché. Il y a d'énormes perspectives, mais aussi de gros risques. Gain est une figure clé dans ces négociations. Il a dirigé le projet depuis le début. Si nous le retirons maintenant, l'accord tombe à l'eau. Nous perdrons des millions, des dizaines de millions. Il parlait vite, de manière décousue, sans regarder sa mère. Quiconque connaissait un peu les affaires aurait compris que c'était un mensonge. Une tentative faible et peu convaincante de cacher autre chose. Iboni, une ancienne auditrice, vit clair dans son jeu, des millions, demanda Walia, qui avait bâti cet empire à partir de rien. Vous voulez me dire que toute notre entreprise, tout Holloway Holdings, dépend d'un seul directeur de la logistique? Êtes-vous sérieux en ce moment, Julian? Non, bien sûr que ça ne dépend pas de lui. Mais ce projet, il est très délicat, plaida-t-il presque. Je vois qu'il est délicat, dit lentement Walia, sans jamais le quitter des yeux. Si délicat que vous, le PDG, avez peur de votre subordonné. Mon fils a peur d'un homme qui jette sa femme à la rue. Je n'ai pas peur de lui. Alors renvoyez-le. Tout de suite. Appelez les RH et donnez l'ordre. Julian se figea. Il fixa le téléphone sur le bureau de sa mère comme si c'était un serpent venimeux. Il ne pouvait pas le faire. La panique sur son visage était si évidente qu'Iboni eut presque pitié de lui. Presque. Allez, dit Walia en se détournant de lui. Sa voix était pleine de déception. Laissez-nous.
Je dois parler à Iboni. Julien sortit en trompe du bureau comme s'il avait reçu une libération attendue depuis longtemps. Pendant un moment, le silence régna de nouveau dans la pièce. Seules les bûches crépitaient dans la cheminée. Iboni ne savait quoi faire ni quoi dire. Elle n'était qu'un pion dans ce jeu étrange et terrible. Finalement, Walia la regarda. Son regard n'était plus en colère, mais vif, calculateur. Vous ne retournerez pas chez lui. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Non, répondit fermement Iboni. Pour la première fois en 24 heures, sa voix ne trembla pas, plus jamais. Walia hocha la tête, satisfaite. Je le pensais bien. Mon fils est faible. Il cache quelque chose, et ce gaine s'en sert. Je veux savoir exactement quoi. Vous étiez auditrice, Iboni. Oui, avant le mariage. Je me suis renseigné sur vous, Walia haussa un sourcil. Oui, j'ai travaillé dans l'audit financier pendant 7 ans. Quelque chose s'agita en Iboni. Des souvenirs de cette autre vie où elle n'était pas seulement la femme de Dante, mais Iboni Mercé, une spécialiste respectée. C'est bien, dit Walia. Cela signifie que vous savez regarder et voir ce que les autres ne voient pas. À partir de demain, vous travaillez pour Holloway Holdings. Iboni se figea de surprise. Travailler? Oui, je crée un nouveau poste pour vous, ma conseillère financière personnelle. Vous ne rendrez compte qu'à moi. Je vous donnerai un accès complet et illimité à tous les documents, comptes, contrats et serveurs de l'entreprise. Absolument tout. Votre tâche est de trouver la saleté. Trouvez le levier que votre mari utilise pour tenir mon fils et le briser. Êtes-vous d'accord? C'était plus qu'une offre d'emploi. C'était une chance. Une chance de se venger. Une chance de retrouver sa dignité. De cesser d'être une victime et de devenir une chasseresse. Oui, répondit Iboni sans hésiter. Je suis d'accord. Le lendemain matin, le chauffeur personnel d'Walia passa prendre Iboni. Il la conduisit à un immense bâtiment moderne de verre et de béton au centre-ville, le siège de Holloway Holdings. Un laissez-passer de sécurité l'attendait déjà à l'entrée. Dès qu'elle entra dans l'immense espace ouvert où travaillaient des dizaines d'employés, les conversations commencèrent à s'éteindre. Les gens la regardaient en chuchotant. Elle sentit des dizaines de regards curieux, critiques et même jubilatoires. Dante n'avait pas perdu de temps. Elle le lut dans leurs yeux. La voilà, la femme de Gaine, cette hystérique qui l'a mise à la porte de chez lui, elle a probablement poussé l'homme à bout elle-même. Cela faisait mal, mais la colère était plus forte. Elle marcha la tête haute, regardant droit devant elle vers les ascenseurs menant à l'étage de la direction. On lui attribua un petit bureau privé avec une paroi en verre, juste à côté de la réception du PDG. Julien l'évita avec diligence toute la journée. Il passait en courant devant son bureau, le nez dans son téléphone, faisant semblant de ne pas la remarquer. Ce n'est que vers midi que le chef du service informatique, un jeune homme nerveux avec des lunettes, entra. « Madame Mercé » commença-t-il en bégayant. Madame Holloway a donné l'ordre. Voici vos identifiants de connexion. Vous avez un niveau d'accès maximal, administrateur complet. Vous verrez absolument tout. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez simplement. Il lui tendit une enveloppe scellée et se dépêcha de partir comme s'il avait peur d'être infecté. Iboni se retrouva seule. Elle s'assit au bureau, alluma l'ordinateur et entra le mot de passe. Ignorant l'hostilité derrière la paroi de verre, elle se plongea dans le travail, dans le monde des chiffres, des contrats et des transactions, un monde qu'elle avait autrefois connu et aimé. Elle commença par le contrat de ciment Keystone. Heure après heure, elle étudia les documents. À première vue, tout ressemblait à un projet majeur standard. Accord de fourniture, facture, manifeste d'expédition. Mais son œil exercé commença à remarquer des bizarreries. Les prix du gravier et des barres d'armature étaient gonflés de 40% par rapport au taux du marché. Les services de transport étaient fournis par une société écran éphémère enregistrée un mois plus tôt, et le coût de ces services était tout simplement astronomique. L'argent allait sur les comptes d'entrepreneurs douteux et était immédiatement retiré en espèces. Le soir, Iboni avait le tableau complet. Le projet Keystone n'était pas seulement un échec. C'était un gigantesque stratagème bien organisé pour siphonner l'argent de l'entreprise. Les pertes se chiffraient déjà en millions. C'était plus que suffisant pour licencier Dante pour faute grave et même engager une procédure pénale pour fraude.
Mais quelque chose n'allait pas. La peur de Julian. Cela ne ressemblait pas à la peur d'un manager qui a raté un projet. Même si sa mère découvrait ses pertes, il pourrait tout rejeter sur Dante. Se faire passer pour trompé et incompétent, mais rien de plus. Non, Dante le tenait avec autre chose, quelque chose de personnel, de honteux. Le bureau se vida. Il fit nuit dehors. Ebony continua de s'asseoir devant le moniteur. Si le levier n'était pas dans les documents officiels, alors il était ailleurs. Elle commença à passer méthodiquement au peigne fin l'ensemble du serveur de l'entreprise. Elle utilisa ses droits d'administrateur pour consulter les dossiers personnels des employés, les archives de mai, les journaux système. Elle chercha des mots-clés, gain, keystone, dette, chantage. Les heures passèrent, ses yeux lui faisaient mal à force de se fatiguer. Et puis, au cœur de la nuit, dans l'un des dossiers système où les utilisateurs ordinaires ne regardent jamais, elle le trouva. Un répertoire caché au nom anodin de « Backup 2024 ». À l'intérieur, il n'y avait qu'un seul fichier. Un fichier vidéo avec un nom long composé de chiffres ressemblant à une date et une heure. L'année était celle de l'an dernier. Le cœur d'Ebony s'accéléra. Elle mit les écouteurs qu'elle trouva dans le tiroir du bureau et double-cliqua sur le fichier. Un lecteur vidéo s'ouvrit. L'image était granuleuse, en noir et blanc, filmée par une caméra de surveillance quelque part près du plafond. La caméra montrait une table dans un box isolé d'un restaurant chic. Julian était assis à table. Il regardait nerveusement autour de lui, vérifiant constamment sa montre. Une minute plus tard, un autre homme entra dans le box, quelqu'un qu'Ebony ne connaissait pas. Il avait l'air très confiant. Les hommes échangèrent de brèves salutations. L'étranger ouvrit sa mallette et sortit quelque chose enveloppé dans un tissu sombre. Il le posa sur la table. Puis il dit quelque chose à Julian, en montrant le paquet. Julian hésita. Il regarda le paquet, puis son compagnon. Finalement, il hocha lentement la tête. Il prit le paquet et le cacha rapidement dans sa mallette. Les hommes se serrèrent la main et l'étranger partit. Ebony rembobina la vidéo et la mit en pause au moment où la caméra montrait un gros plan du visage du second homme. Elle fit une capture d'écran et lança l'image dans un moteur de recherche. Une seconde plus tard, elle sut qui c'était. C'était le directeur commercial de leur principal et plus impitoyable concurrent sur le marché de la construction. Et puis elle remarqua un autre détail. Dans le coin de l'écran se trouvait la date et l'heure de l'enregistrement, il y a presque exactement un an, 2 jours avant que Holloway Holdings ne perde inexplicablement l'appel d'offres pour le développement d'un quartier entier. Un appel d'offres remporté par l'entreprise de ce même concurrent. Tout s'emboîta. C'était un pot de vin, un énorme pot de vin en espèces. Le PDG Julian Holloway a vendu son entreprise, et Dante a Sommeau obtenu cet enregistrement et est resté assis dessus pendant toute une année comme une araignée sur une mouche, aspirant lentement des millions de l'entreprise par le biais de projets fictifs, sachant que son patron ne dirait pas un mot. Il le tenait complètement sous son contrôle. Ebony se pencha en arrière dans sa chaise. Des sueurs froides perlèrent sur son front. Elle regarda le visage figé de Julian à l'écran, cachant la mallette avec le pot de vin, et réalisa que tout était bien pire qu'elle ne le pensait. Son ennemi n'était pas seulement un mari tyran et cruel. Son ennemi était tout ce système pourri bâti sur la peur, la faiblesse et la trahison. Et Walia Holloway n'en avait même pas la moindre idée. Ebony resta assise dans le bureau vide et résonnant, regardant l'écran où le visage de Julian Holloway était figé. Elle copia le fichier vidéo sur une clé USB qu'elle trouva dans le tiroir du bureau, puis supprima l'original du dossier et effaça l'historique de ses actions sur le serveur. L'instinct de l'ancienne auditrice fonctionna parfaitement. Sécuriser les preuves d'abord. Elle éteignit l'ordinateur et se leva. Ses jambes étaient comme du coton. Une seule pensée martelait sa tête. Ce n'était pas une question d'argent. L'affaire Keystone n'était qu'un écran de fumée, un rideau derrière lequel Dante cachait le véritable matériel de chantage. Il ne volait pas seulement de l'argent. Il tenait le PDG, le fils de la propriétaire, à la gorge. Julian n'était pas seulement faible, il était corrompu. Ebony prit le premier taxi matinal qu'elle put appeler pour retourner au manoir d'Walia. Elle ne réveilla pas la maîtresse de maison. Elle se rendit tranquillement dans sa chambre d'amis et s'allongea, mais le sommeil ne vint pas. Elle resta les yeux ouverts, et la scène silencieuse du pot de vin se rejoua encore et encore devant elle. Maintenant, elle comprenait tout, comprenait la peur primitive de Julian, comprenait le rictus arrogant de Dante.
Il était invulnérable parce qu'il était couvert par la seule personne qui aurait dû le punir. Elle se leva, prit une douche et enfila à nouveau les vêtements stricts et étrangers. Elle devait décider quoi faire ensuite. Montrer cette vidéo à Walia. Cela signifierait détruire Julian. Pas seulement le renvoyer, mais peut-être l'envoyer en prison. Cela provoquerait un scandale monstrueux qui pourrait ébranler tout Holloway Holdings. La réputation de l'entreprise serait détruite. Que adviendrait-il alors de centaines d'employés ordinaires? Et si elle se taisait? Alors Dante continuerait à pomper de l'argent de l'entreprise en toute impunité, se cachant derrière la peur de Julian. Il resterait son mari, continuerait à la tourmenter, sachant qu'elle ne pouvait rien faire. Non, cette option était impossible. Elle descendit pour le petit déjeuner. Walia était déjà assise à table, lisant un journal. Elle leva un regard pénétrant vers Ebony. « Trouvez quelque chose ?» demanda-t-elle directement. « J'ai trouvé beaucoup d'incohérences dans les documents de Keystone Cement. Les pertes se chiffrent en millions. » « C'est suffisant pour un licenciement et une enquête ?» répondit prudemment Ebony. Walia posa le journal. « Je ne vous demande pas ça. Avez-vous trouvé la raison pour laquelle mon fils a peur de lui ?» Ebony hésita un instant. « Je pense que je dois d'abord parler à Julian, » dit-elle finalement. En tête-à-tête. Walia la regarda attentivement, puis hocha la tête. « Très bien, procédez. » De retour au bureau, Ebony convoqua Julian dans son bureau par l'intermédiaire de sa secrétaire. Pas elle allant le voir, mais lui venant à elle. C'était important. La secrétaire haussa les sourcils de surprise mais transmit la demande. 5 minutes plus tard, Julian entra dans son bureau, fermant fermement la porte derrière lui. Son visage était tendu. « C'est urgent ?» demanda-t-il, essayant de donner à sa voix un ton officiel. Ebony inséra silencieusement la clé USB dans son ordinateur portable, tourna l'écran vers lui et lança la vidéo. Pendant les premières secondes, Julian regarda l'écran avec perplexité. Puis son visage commença à changer. Reconnaissance, choc, horreur. Il regarda sa propre main à l'écran prendre le paquet d'argent. La couleur quitta son visage. Il devint blanc comme un linge. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais ne put émettre aucun son. La vidéo se termina. Le silence régnait dans le bureau. C'est un faux. Un deepfake, rapatait-il finalement. Sa voix tremblait. Ne perdez pas mon temps, Julian, répondit calmement Ebony. J'ai passé 7 ans dans l'audit. Je peux distinguer un montage de l'original. Je veux entendre la vérité. Comment cet enregistrement est-il parvenu à Dante? Julian s'effondra dans un fauteuil, se tenant la tête entre les mains. Ses épaules tremblaient. Le PDG d'une entreprise de plusieurs millions de dollars pleurait dans le bureau d'une femme dont le mari l'avait jeté dans la neige 2 jours plus tôt. C'était une erreur. Une seule erreur. Je le jure, marmonna-t-il entre deux sanglots. J'avais des problèmes à l'époque, de grosses dettes personnelles, et ce contrat. Il était si important. Ils m'ont approché eux-mêmes, m'ont fait l'offre. Je pensais que personne ne le saurait jamais. J'ai été un idiot. Il leva les yeux vers elle, les yeux rouges et gonflés. Je ne sais pas comment il l'a découvert. Peut-être quelqu'un du personnel du restaurant. Peut-être qu'il me suivait lui-même. Je ne sais pas. Mais un mois plus tard, il est venu me voir, a posé une clé USB sur le bureau et a dit « Maintenant, nous allons travailler d'une nouvelle manière. » Et c'était tout. J'étais piégé. Il a commencé à m'apporter ses fausses factures pour Keystone Cement à signer. Au début, les montants étaient faibles, puis de plus en plus importants. Je savais qu'il volait, mais je ne pouvais rien faire. Si Mère l'apprenait, elle me détruirait. Elle ne me pardonnerait jamais. Il parla longtemps, de manière décousue, déversant sur elle toute sa douleur, sa peur et son humiliation. Il lui raconta comment Dante se moquait de lui, comment il le forçait à signer des documents, comment il jouissait de son pouvoir. Keystone Cement était une couverture pour l'argent que Dante lui extorquait en échange de son silence. Il ne volait pas seulement à l'entreprise. Il percevait une commission pour cacher la trahison du PDG. Quand il eut fini, Ebony resta silencieuse pendant un long moment. Sa colère contre cet homme fut remplacée par une pitié dégoûtée. Il était faible et stupide, et maintenant il en payait le prix. Mais sa faiblesse détruisait aussi sa vie à elle. « Levez-vous » dit-elle doucement.
et aller travailler. Je vais réfléchir à ce qu'il faut faire. Il partit, la laissant seule avec ce terrible secret. Maintenant, elle savait tout. Mais qu'est-ce que cela lui apportait? Elle tenait le destin de Julian entre ses mains, mais son propre destin était toujours entre les mains de Dante. Dante sentit apparemment l'étau se resserrer autour de son cou. Il réalisa qu'Iboni ne se contentait pas de boire du café au bureau, et il contre-attaqua. Pendant sa pause déjeuner, Iboni décida de s'arrêter à la banque la plus proche pour retirer de l'argent. Elle n'avait pas un sou sur elle. Toutes ses affaires étaient restées à la maison. Elle tendit au caissier la carte bancaire qu'elle partageait avec Dante. « Entrez votre code PIN », dit le caissier. Iboni le fit. Le caissier regarda le moniteur pendant quelques secondes. « Je suis désolé, fonds insuffisant. »« Comment ça, insuffisant ?» s'étonna Iboni. « Vérifiez à nouveau, s'il vous plaît. Il devrait y avoir. » La jeune femme tourna le moniteur vers elle. L'écran affichait les chiffres. Solde, $0. Tous les fonds ont été retirés du compte ce matin, il a été vidé, dit le caissier avec sympathie. Iboni sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il l'avait fait. Il l'avait laissé sans le sou. Elle sortit de la banque, se sentant humiliée. Ce n'était pas seulement un coup financier. C'était un message. Tu n'es rien sans moi. Tu n'as rien. Elle retourna au bureau, en colère et dévastée. Il voulait la briser. Mais il obtint le contraire. Maintenant, elle n'avait plus de doute. Elle irait voir Walia et lui montrerait tout. Qu'il y ait un scandale. Que tout s'effondre. Elle ne se laisserait plus piétiner par lui ou par qui que ce soit d'autre. Elle était sur le point d'aller au bureau de la propriétaire quand soudain son téléphone portable sonna. Le numéro était masqué, mais elle savait qui c'était. C'était le numéro de la maison de ses parents en Géorgie, à des milliers de kilomètres. « Maman », répondit-elle, et son âme se réchauffa un peu. La voix de sa mère était ce dont elle avait besoin en ce moment. Mais au lieu de la salutation chaleureuse habituelle, elle entendit un sanglot étranglé à l'autre bout du fil. « Abby, ma chérie, que s'est-il passé? Que as-tu fait? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi. Explique, s'inquiéta Iboni. Dante m'a appelé, dit sa mère, retenant ses larmes. Il m'a tout dit. Ô Seigneur, quelle honte. Comment as-tu pu, Iboni? Ton père et moi ne t'avons pas élevé comme ça. Iboni se figea, ne comprenant pas, qu'est-ce qu'il t'a dit, maman? Il a dit que tu le trompais, hurla sa mère. Que tu as un autre homme et que lui, le pauvre, l'a supporté jusqu'au bout. Et puis il t'a mise à la porte. Seigneur, toute notre famille est déshonorée. Que vont dire les gens? Iboni écoutait, et un froid glacial la saisit de l'intérieur. Un froid plus terrible que cette nuit sur le porche. C'était une trahison à laquelle elle ne s'attendait pas. Il ne l'avait pas seulement dépouillée d'argent, il l'avait dépouillée de la dernière chose, le soutien de sa famille. Il avait empoisonné la seule source où elle pouvait trouver du réconfort avec le venin de ses mensonges. « Maman, ce n'est pas vrai », murmura-t-elle, mais sa voix était à peine audible. « Pas vrai ?» Sa mère sanglota encore plus fort. Il était si abattu, il souffrait tellement. Il a dit qu'il était prêt à te pardonner si tu reprenais tes esprits. Iboni, ma chérie, je t'en supplie. Sois plus sage. Appelle-le. Demande-lui pardon. Tu dois sauver la famille. Peu importe comment est le mari, tu dois préserver l'honneur de la famille. Iboni resta silencieuse, le téléphone collé à l'oreille. Elle entendait les pleurs de sa mère, la suppliant de s'excuser auprès de l'homme qui avait failli la tuer. Et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle était absolument seule. Dans le monde entier, il ne lui restait personne. Dante avait gagné. Il l'avait complètement isolée. Iboni baissa lentement le téléphone. Elle ne pleura pas. Les larmes s'étaient taries. Les sanglots de sa mère, la suppliant de sauver l'honneur de la famille, sonnaient comme une condamnation à mort pour sa vie passée. Là-bas, dans cette petite ville de Géorgie, elle avait déjà été jugée et enterrée. La trahison de sa mère, croyant aveuglément au mensonge, fut le coup de grâce qui ne la brisa pas, mais forgea plutôt quelque chose de nouveau en elle, dur et froid comme de l'acier. Maintenant, il n'y avait plus personne à décevoir ou à offenser. Il n'y avait plus rien à sauver, seulement de la terre brûlée.
Et sur cette terre se tenait son ennemi. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre de son bureau temporaire et regarda les gens qui se pressaient dans la rue en contrebas. Ils vaquaient à leurs occupations, vivant leur vie, inconscients des guerres qui se livraient derrière les murs de verre des immeubles de bureaux. Sa guerre avait cessé d'être personnelle. Ce n'était plus seulement une querelle entre une femme trompée et un mari infidèle. Maintenant, elle se battait contre la faiblesse de Julian, le jugement de sa propre famille et les mensonges que Dante avait si habilement tissés autour d'elle. Pour gagner, elle avait besoin d'une arme. Une arme irréfutable qui le détruirait complètement sans blesser ceux qui n'étaient coupables que de l'acheter. La vidéo du pot de vin était une telle arme, mais trop sale. Elle pouvait exploser dans ses propres mains, ensevelissant toute l'entreprise sous les décombres. Non, elle prendrait un autre chemin. Un chemin plus propre, plus professionnel. Elle sortit résolument du bureau et se dirigea vers celui d'Walia. La propriétaire de la holding était dans son bureau, triant des papiers. Elle leva les yeux et Iboni réalisa qu'elle l'attendait. « Madame Holloway, j'ai tout vérifié », commença Iboni d'un ton égal et professionnel qui ne laissait transparaître aucune trace de la victime d'hier. Dante vole systématiquement et à grande échelle. L'ensemble du projet Keystone Cement est une fiction créée uniquement pour couvrir des détournements de fonds. Walia écouta en silence. Son visage resta impénétrable. « Et mon fils Julian est au courant ?» dit-elle. « Oui », répondit Iboni, choisissant soigneusement ses mots. « Mais il a peur de l'arrêter. Dante a quelque chose sur lui. Je ne sais pas exactement quoi, mais ce chantage a complètement paralysé la volonté de Julian. Il est son otage. » C'était une vérité partielle, la partie la plus sûre. Elle vit les lèvres d'Walia trembler au mot « Mon fils est un otage ». La douleur maternelle se mêlait à la fureur d'une propriétaire trompée. « Laissez-moi continuer », dit fermement Iboni. « Je dois trouver non seulement des preuves indirectes dans les factures. Je dois trouver le point final, où va exactement l'argent volé. Je trouverai le compte sur lequel il le siphonne. Je vous fournirai des preuves qui ne pourront être contestées. » Walia la regarda pendant une longue minute. Elle voyait devant elle non pas une femme écrasée, mais une professionnelle concentrée et en colère, et ce professionnalisme commandait son respect. « Bien, dit-elle finalement. Trouvez-le. Vous avez toute autorité. » De retour à son bureau, Iboni se replongea dans le travail avec une énergie renouvelée. Elle mit de côté toutes les émotions. Maintenant, ce n'était qu'une tâche. Complexe, mais faisable. Elle rouvrit les dossiers de Keystone Cement et commença à dénouer le nœud. Elle traqua chaque paiement envoyé aux sociétés écrans. Puis, utilisant ses droits d'administrateur, elle entra dans le système client de la banque par lequel passaient toutes les transactions financières de la holding. Elle consulta les archives et vit toute la chaîne. L'argent allait sur les comptes des sociétés écrans et en quelques heures, parfois quelques minutes, était divisé en plus petites sommes et transféré plus loin. Elle travailla sans interruption, oubliant de manger et de regarder l'heure. Le soir du deuxième jour, elle trouva ce qu'elle cherchait. Tous les fils, tous ces filets d'argent volés finissaient par se rejoindre en un seul flux. Ils affluaient sur le même compte dans une petite banque commerciale qui n'avait rien à voir avec les activités de Holloway Holdings. Le même numéro de compte, encore et encore. Mais à qui appartenait le compte? La banque ne lui donnerait pas cette information si facilement. Elle aurait pu demander à Walia d'utiliser ses relations ou son service de sécurité. Mais elle voulait aller au bout des choses par elle-même. Elle copia le numéro de compte et lança une recherche globale sur tout le réseau interne de l'entreprise. Tous les documents, toutes les bases de données, tous les fichiers stockés sur les serveurs. Pendant des années, elle cherchait toute mention de cette combinaison de 20 chiffres. La recherche dura près d'une heure, et lorsque le résultat apparut à l'écran, le cœur d'Iboni manqua un battement. Un seul document fut trouvé. C'était un formulaire d'employé des RH rempli il y a 3 ans. Dans la section des informations supplémentaires, l'employé demandait qu'une partie de son salaire soit transférée sur le compte spécifié en tant que cotisation volontaire à une assurance épargne. Le numéro de compte correspondait jusqu'au dernier chiffre. Iboni ouvrit le dossier du personnel. Une jolie jeune femme au sourire confiant la regarda depuis la photo. Tasha Fennell, 30 ans, directrice régionale des ventes. Tasha Fennell. Iboni commença immédiatement à chercher toutes les informations sur elle. Elle consulta ses rapports de voyage d'affaires, ses notes de frais, sa correspondance officielle, et le tableau commença à s'éclaircir.
Les voyages d'affaires de Tasha coïncidaient miraculeusement en date et en ville avec les voyages de travail de Dante. Ces mêmes factures d'hôtel qu'Iboni avait trouvées dans leurs relevés familiaux étaient payées les mêmes jours où Tasha Fennell se trouvait dans la même ville. L'odeur douce de parfum étranger sur son manteau, tout s'emboîta. Elle n'était pas seulement une complice. C'était sa maîtresse. La colère brûla Iboni de l'intérieur, mais elle se força à travailler froidement et méthodiquement. Elle commença à suivre Tasha en temps réel. Dans les systèmes internes, elle vit quand elle arrivait au travail, quelle tâche elle effectuait. Le lendemain, Tasha ne se présenta pas au bureau. Iboni vérifia le système de pointage et vit que Fennell avait pris un jour de congé personnel. C'était ce qu'Iboni attendait. Elle ne pouvait plus rester assise au bureau. Elle devait tout voir de ses propres yeux. Elle appela un taxi et donna l'adresse du domicile de Tasha, qu'elle trouva dans son dossier. C'était un appartement dans un bel immeuble neuf. Iboni demanda au chauffeur de se garer de l'autre côté de la rue, d'où il y avait une bonne vue sur l'entrée. Elle le paya pour plusieurs heures d'attente. Elle attendit. 1 heure, 2. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle attendait, mais son intuition lui disait qu'elle était sur la bonne voie. Finalement, la porte d'entrée s'ouvrit. Tasha sortit. Elle portait un manteau ample, mais même celui-ci ne pouvait cacher un ventre légèrement arrondi. Tasha ne se dirigea pas vers l'arrêt de bus. Elle se dirigea vers un petit square et s'assit sur un banc, vérifiant quelque chose sur son téléphone. 10 minutes plus tard, un taxi s'arrêta. Tasha monta et partit. Iboni ordonna à son chauffeur de la suivre. Gardez juste vos distances. La poursuite fut courte. La voiture de Tasha s'arrêta devant un centre médical privé. L'enseigne indiquait en grosses lettres, clinique de santé reproductive et de médecine familiale. Iboni demanda au chauffeur de s'arrêter un peu plus loin dans la rue et attendit de nouveau. Le temps s'étira douloureusement. Elle fixait les portes de la clinique et une boule de glace se forma dans sa poitrine. Il fallut environ 1 heure avant que les portes ne s'ouvrent à nouveau. Tasha sortit sur le porche. Elle n'avait plus l'air tendue. Un sourire heureux et paisible était sur son visage. Dans une main, elle tenait un petit dossier, et dans l'autre, plusieurs photographies qu'elle examinait avec tendresse. Même à distance, Iboni comprit ce que c'était, des échographies. Et à ce moment-là, un SUV noir familier s'approcha lentement du porche de la clinique. Son SUV, la voiture que Dante appelait la voiture familiale. Dante était au volant. Il ne remarqua pas le taxi garé au loin. Il ne regardait que Tasha. Il coupa le moteur, sortit de la voiture et s'approcha d'elle. Il la serra dans ses bras avec précaution, tendrement, puis posa sa main sur son ventre. Iboni n'avait pas vu un regard aussi doux et attentionné de sa part depuis des années. Tasha lui dit quelque chose en riant et lui montra les photos. Il les prit, les examina attentivement, et son visage s'illumina d'un sourire heureux, tel qu'Iboni n'en avait jamais vu sur lui, pas même le jour de leur mariage. Il l'embrassa, puis posa de nouveau sa main sur son ventre et murmura quelque chose. Ils montèrent dans la voiture et partirent. Iboni resta immobile, les regardant s'éloigner. Elle ne pouvait plus respirer. Elle comprit tout. Ce n'était pas seulement de la tromperie, pas seulement une liaison. Il ne volait pas seulement de l'argent pour lui-même. Il construisait une nouvelle vie, une nouvelle famille avec une nouvelle femme qui portait son enfant. Et elle, Iboni, n'était qu'un obstacle dans ce plan, une vieille chose ennuyeuse dont il fallait se débarrasser. Et il s'en était débarrassé de la manière la plus cruelle, en la jetant dehors dans le froid glacial. Il ne l'avait pas fait dans un accès de colère. Il faisait de la place pour sa nouvelle vie heureuse, et il n'y avait pas de place pour elle dans cette vie. Le chauffeur de taxi toussa, rompant le silence dans la voiture chaude. « Où allons-nous maintenant » demanda-t-il, regardant Iboni dans le rétroviseur. Elle regardait droit devant elle, l'endroit sur la route où le SUV noir de son mari venait de disparaître. À l'intérieur d'elle, il n'y avait ni larmes, ni désespoir. La douleur qui la déchirait 1 minute plus tôt se cristallisa, se transformant en autre chose, une rage froide, calme et dévorante. Il ne l'avait pas seulement trahi. Il l'effaçait systématiquement et impitoyablement, préparant le terrain pour sa nouvelle vie bâtie sur ses ruines. Au bureau. Sa voix était méconnaissable, creuse et dure. « Et vite, s'il vous plaît. » Elle resta silencieuse tout le trajet, rejouant dans sa tête non pas la scène de sa tendresse avec sa maîtresse, mais des chiffres, des factures et des noms de sociétés écrans. Le personnel avait disparu.
Seul le travail restait, la tâche, l'enquête qu'elle devait mener à son terme. Maintenant, elle savait qu'elle ne cherchait pas seulement de l'argent volé. Elle cherchait des fonds investis dans les fondations de la nouvelle famille de son mari, et elle arracherait ces fondations à la racine. De retour au bureau vide, elle travailla avec une énergie fébrile redoublée. Maintenant qu'elle connaissait le nom de la complice, tout devenait plus simple. Elle rouvrit le dossier du personnel de Tasha Fennell, directrice régionale des ventes, salaire modeste, avantages sociaux standards. Mais dans les documents financiers qui lui étaient liés, quelque chose d'inimaginable se passait. Ebony commença par les notes de frais, des dizaines de rapports sur l'année et demie écoulée. Des voyages dans des villes où Holloway Holdings n'avait même pas d'intérêt, des reçus d'hôtel au prix gonflé, des factures de restaurant pour des montants comparables à son salaire mensuel, et sur chaque rapport, sur chaque reçu, se trouvait une signature approbatrice. La signature du chef de la logistique, Dantgen. Il approuvait personnellement toutes ces fausses dépenses. Mais ce n'était que des broutilles, de l'argent de poche. Le véritable vol passait par un autre stratagème. Ebony trouva des dizaines de contrats de services de conseil conclus entre Holloway Holdings et T. Fennell Consulting. Tasha, il s'est avéré, était aussi une entrepreneure individuelle. Elle conseillait soi-disant sa propre entreprise sur l'analyse du marché logistique. Absurde. Les procès-verbaux de réception des travaux étaient rédigés à la hâte, sans aucune précision. Analyse effectuée, rapport préparé. Et sous chaque procès-verbal, 2 signatures, fournisseur, Fennell, client, acceptant le travail au nom de Holloway Holdings, Gain. Il payait à son entreprise de l'argent pour des services inexistants, des dizaines, des centaines de milliers de dollars chaque mois. C'était un stratagème effronté et primitif, mais il fonctionnait parce que la peur de Julian le couvrait. Aucun auditeur, aucun contrôleur financier n'oserait remettre en question un accord approuvé personnellement par le chef de la logistique et protégé par le silence du PDG. Ebony rassembla tous ces documents dans un dossier séparé. Il y avait déjà assez de preuves pour envoyer Dante et sa maîtresse enceinte au tribunal. Mais elle sentait que ce n'était pas tout. Ce n'était que des ruisseaux. Où coulait la rivière? Il ne pouvait pas simplement fourrer des millions en espèces sous un matelas. Cet argent devait travailler, devait construire cette nouvelle vie. Elle déplaça son attention des documents financiers aux communications. En utilisant son accès administratif, elle obtint un accès complet à l'email professionnel de Tasha et à tout ce qui était stocké sur son ordinateur de travail. Elle commença par rechercher des mots-clés, compte, virement, achat, immobilier. Rien. Ils étaient assez intelligents pour ne pas en discuter dans les emails professionnels. Puis Ebony alla plus loin. Elle lança un programme de récupération de fichiers sur le lecteur réseau de Tasha pour trouver les fichiers supprimés. C'était un long processus. Heure après heure, une barre verte rampait sur l'écran tandis qu'Ebony la regardait sans ciller. Et tard dans la nuit, le programme se termina. Une liste de centaines de documents supprimés apparut devant elle. Vieux rapports, présentations inutiles, photos personnelles. Elle commença à tout examiner méthodiquement dans l'ordre, et elle le trouva. Tout au bout de la liste se trouvait un fichier discret supprimé il y a plus de 6 mois. Un document Word intitulé « Statut ». Les doigts tremblants, elle l'ouvrit. C'était un accord d'exploitation standard de SARL. Le nom de l'entreprise était nouveau, inconnu. Horizon Build and Supply. Ebony tapa rapidement le nom dans le registre des entreprises de l'État. L'entreprise avait été enregistrée il y a 8 mois. Domaine d'activité, travaux de construction et d'installation, un concurrent direct de Holloway Holdings. Le fondateur et PDG était un certain Basil Peters, un nom qui ne lui disait rien. Un homme de paille, sans aucun doute. Mais la partie la plus intéressante se trouvait dans le projet. Dans le projet de statut qu'elle trouva, dans la section sur les fondateurs, figuraient 2 noms qui avaient manifestement été remplacés plus tard par le faux Peters. Premièrement, Fennell, Tasha. Deuxièmement, Gain, Dante. Le voilà. La trahison dans sa forme la plus élevée et la plus laide. Il ne volait pas seulement de l'argent. Il ne la trompait pas seulement. Il utilisait les ressources d'Walia Holloway, son argent, sa position, pour construire une entreprise concurrente à partir de zéro. Il n'était pas seulement un voleur. C'était un parasite qui dévorait lentement son hôte de l'intérieur pour faire grandir sa propre progéniture. Dans l'esprit d'Ebony, tout s'emboîta en une seule image monstrueuse. Elle commença à vérifier plus loin, sachant déjà quoi chercher.
Elle accéda à la base de données clients de Holloway Holdings et la compara avec la liste des contrats qu'Horizon Build & Supply avait réussi à obtenir en ces quelques mois. Elle trouva cette information sur un site public de marché public. Plusieurs petits mais rentables clients de Holloway Holdings avaient récemment résilié leur contrat et s'étaient tournés vers la nouvelle entreprise inconnue Horizon. Ils débauchaient les clients. Puis elle vérifia les RH. Au cours des 6 derniers mois, 3 ingénieurs de projet de premier plan avaient démissionné de Holloway Holdings. Des gars talentueux qu'Walia elle-même appréciait. Raison officielle, raison personnelle. Ebony passa une autre heure et trouva leur nouveau lieu de travail via LinkedIn. Tous les 3 travaillaient maintenant chez Horizon Build & Supply. Ils ne débauchaient pas seulement les clients. Ils débauchaient les meilleurs talents. Ils aspiraient la vie, le sang et les cerveaux de l'entreprise. Et puis ça la frappait. Elle se souvint des conversations qu'elle avait entendues dans les couloirs du bureau ces derniers jours. Tout le monde discutait du même événement, l'échec de Holloway Holdings dans un appel d'offres public majeur pour la construction d'un nouveau complexe résidentiel. C'était le projet de l'année, le morceau le plus juteux. Tout le monde était sûr de la victoire et soudain, la défaite. Officiellement, il a été annoncé que l'offre de Holloway avait été rejetée pour des raisons techniques, une erreur dans les documents. Julian avait fait rage et tempêté, s'en prenant à tout le département. Mais il était trop tard. Et qui a remporté l'appel d'offres? Une jeune entreprise audacieuse offrant des conditions légèrement meilleures. Une entreprise appelée Horizon Build & Supply. Ebony Alta. Elle se précipita vers l'archive du serveur de l'entreprise, dans la section de la documentation de l'appel d'offres. Elle trouva le dossier de ce projet perdu. Elle ouvrit la liste des personnes responsables de la préparation et de la soumission finale de l'ensemble du dossier. Une seule personne était responsable. Le chef de projet, Dangen. Ebony commença à examiner des centaines de pages de la candidature. Tout était parfait. Calcul, plan, estimation. Elle commença à penser que ce n'était qu'une coïncidence monstrueuse. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle ouvrit la dernière partie, la plus importante, la garantie bancaire confirmant la solvabilité financière de l'entreprise. Le document était là. Les signatures de tous les directeurs financiers étaient là. Mais sur la dernière page, là où le sceau de l'entreprise et la signature finale du PDG auraient dû se trouver, c'était vide. La page était blanche. Dans le scan envoyé au concours, la page la plus importante manquait. Ce n'était pas une erreur accidentelle. C'était un sabotage délibéré. Il n'a pas seulement volé la victoire à l'entreprise où il travaillait. Il a personnellement vidé la candidature pour qu'elle soit garantie de perdre. Il a saboté sa propre entreprise pour donner un contrat de plusieurs millions de dollars à une entreprise créée avec de l'argent volé à cette même entreprise. Ebony se pencha en arrière dans sa chaise. Un bourdonnement emplit ses oreilles. Elle regarda la page vide dans le dossier de l'appel d'offres, et ce vide parlait plus fort que n'importe quel mot. C'était la fin, le dernier trait du tableau de la trahison totale. Elle se leva, copia tout ce qu'elle avait trouvé sur la même clé USB où se trouvait la vidéo du pot de vin, et sans éteindre l'ordinateur, sortit du bureau. Il était presque 6 heures du matin. Dans quelques heures, le bureau se remplirait de monde, mais elle devait agir immédiatement. Elle arriva au manoir juste au moment où le soleil commençait à peindre le ciel. Walia, contre toute attente, était réveillée. Elle était assise dans le salon près de la cheminée, enveloppée dans un châle, regardant le feu. Il semblait qu'elle attendait. « Dites-moi », dit-elle sans tourner la tête quand Ebony entra dans la pièce. Ebony s'approcha et lui tendit silencieusement la clé USB. « Il vaut mieux que je vous montre. » Elle allèrent dans le bureau. Ebony inséra la clé dans l'ordinateur portable d'Walia et commença son rapport. Elle parla calmement, sans émotion, comme si elle rendait compte à un conseil d'administration. Comme si tout cela concernait des étrangers, pas elle. D'abord, elle montra la vidéo. Walia regarda l'écran où son fils prenait le pot de vin et son visage se transforma en pierre. Pas un seul muscle ne tressaillit. Elle regarda jusqu'à la fin, et lorsque le bureau réapparut à l'écran, elle dit doucement, « Continuez ». Puis Ebony ouvrit le dossier des documents financiers, les fausses notes de frais de Tasha, les faux contrats de conseil, les paiements allant sur son compte personnel. C'était la preuve du détournement de fonds et de la liaison. Walia ne dit à nouveau pas un mot. Elle regardait simplement, et dans ses yeux, auparavant simplement sévères, de la glace se formait. Puis Ebony ouvrit les statuts d'Horizon Build & Supply,
le projet avec les noms de Dante et Tasha, et à côté, l'extrait du registre où figurait l'homme de paille. La preuve de la création d'une entreprise concurrente avec de l'argent volé. Voici la liste des clients qu'ils ont débauchés, Iboni ouvrit le fichier suivant, et voici la liste des ingénieurs qu'il a pris à votre entreprise. La glace dans les yeux d'Walia s'épaissit. Un froid palpable emplit la pièce. Et la dernière chose, dit Iboni, et sa voix trembla pour la première fois. Elle ouvrit la candidature à l'appel d'offres, montra le projet parfait, puis le fichier final envoyé au concours avec une page blanche au lieu du document crucial. Il a fait ça lui-même. Il a personnellement saboté l'affaire de l'année pour la donner à son entreprise. Elle termina. Un silence de mort régnait dans le bureau. Seul le crépitement des bûches dans la cheminée était audible. Walia resta silencieuse pendant un long moment, fixant l'écran. Il semblait qu'elle avait cessé de respirer. Puis elle tourna lentement la tête vers Iboni. La rage gelée dans ses yeux était si intense qu'Iboni eut peur. Ce n'était pas seulement la colère d'une femme d'affaires trompée. C'était la fureur d'une matriarche dont la famille, l'héritage, l'œuvre de toute une vie, quelqu'un avait tenté de piétiner et de détruire de l'intérieur. Le gala annuel des bâtisseurs, dit-elle finalement. Sa voix ressemblait au grincement des glaciers. C'est dans 3 jours. Iboni ne comprenait pas pourquoi elle disait ça. Oui, je sais. Il y sera, poursuivit Walia en se levant. Il viendra certainement. Il viendra pour savourer son triomphe, pour regarder dans les yeux mon fils qu'il tient en laisse, pour rire de notre perte dans l'appel d'offres. Il viendra pour se délecter de sa victoire. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda le lever du soleil. Et il sera détruit. Elle se retourna. Il n'y avait plus de glace dans ses yeux. Le feu y flamboyait. Vous préparerez une présentation, Iboni. Courte, claire, mortelle. Avec toutes ses preuves. Nous n'irons pas à la police. Pas maintenant. D'abord, il y aura le tribunal de l'opinion publique. Vous montrerez cela au gala, devant tout le conseil d'administration, devant tous les cadres supérieurs, devant les meilleurs employés de l'entreprise, devant tous ceux dont il apprécie tant le respect. Nous ne détruirons pas seulement son entreprise, nous réduirons sa réputation, son nom, en poussière. Pendant les 2 jours suivants, Iboni ne quitta pas la chambre d'amis. Elle travailla sur la présentation. Elle sélectionna les preuves les plus accablantes, les arrangeant dans une chaîne logique impossible à rejeter. D'abord, la vidéo avec le pot de vin, expliquant pourquoi tout cela est devenu possible. Puis la fraude financière, puis la création de l'entreprise concurrente, et enfin le sabotage de l'appel d'offres comme l'apothéose de la trahison. Chaque diapositive était comme un clou enfoncé dans le cercueil de sa carrière. Le soir avant le gala, on frappa à sa porte. C'était Julien. Il était manifestement déjà au courant du plan de sa mère. Il était pâle comme la mort, et ses mains tremblaient. « Iboni, je vous en supplie » murmura-t-il en entrant et en fermant fermement la porte. « Ne faites pas ça. S'il vous plaît, réglons tout cela discrètement. Nous le renverrons. Nous porterons plainte, mais pas ce scandale public. » « Pourquoi » demanda froidement Iboni, sans lever les yeux de son travail. « Ça tuera la réputation de l'entreprise. Et la vidéo. Si tout le monde voit cette vidéo. » Il se tut, incapable de finir sa phrase. Vous auriez dû penser à la réputation de l'entreprise lorsque vous avez pris de l'argent de concurrents, le coupa Iboni. Je sais que je suis coupable, cria-t-il presque, mais comprenez que ce sera un désastre pour tout le monde. Pensez-y. Peut-être qu'il y a un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, dit-elle fermement. Il doit répondre de tout, et il répondra publiquement. Julien la regarda avec désespoir et horreur. Il réalisa qu'on ne pouvait pas la dissuader. Il se retourna et quitta silencieusement la pièce. Iboni le regarda partir et retourna à son ordinateur portable. La présentation était presque prête. Il ne restait plus qu'à ajouter quelques touches finales, à tout vérifier une dernière fois. Elle travailla tard dans la nuit. Finalement, vers 2 heures du matin, elle décida que tout était prêt. Parfait. Demain serait la fin. Elle enregistra le fichier, ferma l'ordinateur portable et alla dans la salle de bain se laver le visage avant de dormir. Quand elle revint 5 minutes plus tard, l'écran de son téléphone portable posé sur la table s'alluma avec un nouveau message de Dante. Son cœur manqua un battement. Elle prit le téléphone.
Le message était court. Belle tentative, bébé. Julien vient de tout me donner. Tu aurais dû rester dans la neige. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle ne comprenait pas ce que « tout me donner » signifiait. Elle se précipita vers l'ordinateur portable, l'ouvrit, entra le mot de passe. Le bureau était là. Elle trouva le dossier de la présentation, l'ouvrit, et vit que le dossier était vide. Elle commença à vérifier fébrilement d'autres répertoires, la corbeille. Tout était effacé. Elle se connecta au serveur de l'entreprise, dans son dossier de travail. Vide. Elle ouvrit ses emails où elle avait envoyé des brouillons. Vide. Tous les fichiers, toutes les preuves qu'elle avait collectées pendant des jours avaient disparu. Son ordinateur portable avait été entièrement effacé à distance. Elle resta assise, fixant l'écran vide. Julien. Il ne l'avait pas seulement supplié. Il l'avait à nouveau trahi. Il avait eu peur de la honte publique, avait couru voir Dante et lui avait tout donné. Les informations sur la révélation à venir, les mots de passe, les accès. Il avait passé un pacte avec le diable pour sauver sa propre peau. Et maintenant, elle n'avait plus rien. Absolument rien. Demain, c'était le gala où un Dante triomphant arriverait, sachant qu'elle était désarmée. Sa défaite était totale. Ebony resta assise, fixant l'écran vide de son ordinateur portable. Le téléphone avec le message de Dante gisait sur la table comme un serpent venimeux. Le silence dans la luxueuse chambre d'amis pesait, s'épaississant, se transformant en une terreur collante et visqueuse. Cette nouvelle trahison était pire, bien pire que la première sur le porche enneigé. Dante était un ennemi, ouvert, cruel, compréhensible. Mais Julien, il était un allié dans le malheur, un compagnon d'otage de la situation. Son action était un coup de poignard dans le dos qui ressemblait à une défaite finale et totale. Il n'a pas seulement aidé Dante. Il a anéanti tous ses efforts, toute sa douleur, toute sa lutte. Il lui a montré qu'elle était seule contre deux. Elle ferma lentement le couvercle de l'ordinateur portable. À l'intérieur, tout était réduit en cendres. Il n'y avait ni colère, ni désir de se battre davantage, seulement un vide sourd et dévorant. Elle avait perdu avant même que la bataille ne commence. Comme dans un rêve, elle se leva et quitta la pièce. Ses jambes la portèrent à travers la maison silencieuse et endormie. Elle ne savait pas où elle allait. Peut-être juste pour dire à Walia que c'était fini, que son plan avait échoué à cause de la lâcheté de son propre fils. La porte du bureau de la propriétaire était entr'ouverte. Une bande de lumière filtrait de dessous. Ebony frappa doucement et entra. Walia ne dormait pas. Elle était assise dans son fauteuil, vêtue d'une sévère robe de chambre, lisant un livre. Elle leva les yeux et il n'y avait pas une once de surprise dans son regard. Tout a disparu, murmura Ebony. Sa voix ne lui obéissait plus. Julien nous a trahis. Elle se dirigea vers le bureau et posa son téléphone avec le message ouvert de Dante devant Walia. Walia prit le téléphone, le porta à ses yeux et lut attentivement le court texte. Puis elle le reposa calmement sur la table. Son visage ne reflétait ni colère ni déception. Rien. Je savais que mon fils était un lâche, dit-elle d'une voix égale et calme. Mais je ne pensais pas qu'il était un imbécile. Ebony la regarda, ne comprenant pas. Ce calme était plus effrayant que n'importe quel cri. Il lui a tout donné, dit Ebony, sentant une boule lui monter à la gorge. Tous les fichiers sont effacés. Il ne nous reste plus rien. Demain, il viendra à ce gala en vainqueur, et nous ne pourrons rien faire. Walia la regarda comme si Ebony était une enfant qui ne comprenait pas des choses évidentes. Pensiez-vous vraiment que je confierais des preuves aussi importantes, le sort de toute mon entreprise, à un seul ordinateur portable connecté à un réseau commun? Ebony se figea. Le jour même où vous vous êtes assise pour la première fois devant l'ordinateur au bureau, poursuivit Walia, j'ai donné un ordre au chef de mon service de sécurité personnelle. Ce sont des gens qui ne rendent compte qu'à moi, pas à mon fils ou à qui que ce soit d'autre. Ils ont installé un système qui a reflété chaque action que vous avez entreprise en temps réel. Chaque fichier ouvert et enregistré. Tout ce que vous avez trouvé a été instantanément copié sur un serveur hors ligne sécurisé situé non pas même dans cette ville. Elle fit une pause, laissant à Ebony le temps de réaliser ce qui avait été dit. Toutes les preuves, Ebony, sont en parfaite sécurité. Chaque document, chaque capture d'écran, et bien sûr, l'enregistrement vidéo.
Iboni se sentit prise de vertige. L'espoir, si faible et timide, commença à percer l'épaisse couche de désespoir. Mais alors pourquoi? Pourquoi Julian? Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi le dire à Dante et aider à tout effacer? Et là, Walia se permit un léger rictus froid. C'était le sourire d'un général regardant une bataille déjà gagnée. Ça, ma chère, c'était mon plan, la partie principale. Elle se leva et se dirigea vers le bar, versant de l'eau dans 2 verres. Elle entendit un Iboni. Notre ennemi, votre mari, est un homme arrogant et sûr de lui, mais pas stupide. S'il sentait une menace réelle, s'il sentait que nous préparions une exécution publique pour lui, que ferait-il? Iboni réfléchit. Il ne viendrait pas au gala. Il s'enfuirait, essaierait de cacher l'argent, de détruire des documents. Exactement, hocha la tête Walia. Il se mettrait au vert et nous devrions le débusquer de son trou pendant des mois par le biais des tribunaux et de la police. C'est long, désordonné et inefficace. Non, j'avais besoin qu'il vienne de lui-même à l'échafaud, heureux, détendu et absolument sûr de sa victoire. Nous avions besoin qu'il se sente non pas comme une victime, mais comme un conquérant. Elle but une gorgée d'eau. La peur de mon fils était notre principal problème. J'ai décidé d'en faire notre principale arme. Hier soir, après qu'il vous ait supplié d'annuler tout, il est venu me voir. Il était en panique. J'ai réalisé que le moment était venu. Walia regarda Iboni droit dans les yeux. Je lui ai dit que j'avais parlé à Dante et que Dante se serait vanté auprès de moi qu'il avait une 2e copie de sauvegarde de la vidéo du pot de vin, que même si nous détruisions la première, il le tiendrait toujours en laisse pour le reste de sa vie et qu'après un scandale, il utiliserait certainement la 2e copie par vengeance. Iboni écoutait, retenant son souffle. Elle commençait à comprendre la logique diabolique de ce plan. Mon fils a paniqué encore plus, poursuivit Walia. Il était pris entre le marteau et l'enclume, entre mon plan de révélation publique et la menace d'un chantage à vie de la part de Dante. Et puis je lui ai offert une issue. Je lui ai ordonné. Va le voir, lui ai-je dit. Va voir ton maître. Fais semblant d'être finalement et irrévocablement passé de son côté. Parle-lui de mon plan. Dis que tu es terrifié et que tu veux l'aider. Donne-lui accès à l'ordinateur portable d'Iboni pour qu'il puisse tout effacer lui-même et être sûr que toutes les preuves sont détruites. Gagne sa confiance totale. Fais-lui croire que le danger est passé, qu'il nous a vaincus. Iboni regarda cette femme âgée avec un sentiment proche de la terreur sacrée. Sa visite chez vous, ses supplications, tout cela faisait partie de la comédie. Sa trahison n'était pas une trahison. Pour la première fois depuis de nombreuses années, mon fils a fait exactement ce que sa mère lui avait ordonné de faire. Il a joué son rôle, et le message que Dante vous a envoyé n'est pas la preuve de votre défaite, Iboni. C'est la preuve que notre piège a parfaitement fonctionné. Elle se dirigea vers son bureau, prit un mince dossier et le tendit à Iboni. La présentation est prête. Mes gens l'ont faite à partir de vos matériaux. Tout est ici, dans le bon ordre. Demain, vous monterez sur scène et vous appuierez sur le bouton. Iboni prit le dossier. Ses mains ne tremblaient plus. Le désespoir disparut sans laisser de traces. À sa place, il y avait un vide glacial et retentissant et une préparation absolue. Le piège était tendu. La bête, ivre de sa victoire, y marchait droit dedans. Iboni tenait le mince dossier, et il ne lui semblait pas lourd. Il était léger, comme un verdict. Elle ne dormit pas de la nuit, mais il n'y avait pas de fatigue. Au lieu de cela, un calme froid et retentissant s'installa en elle. Elle n'était pas seulement une invitée, pas seulement une victime, pas seulement une vengeresse. Elle était un instrument, une arme parfaitement aiguisée entre les mains d'une femme qui ne perdait jamais. La salle de bal du meilleur hôtel de la ville était magnifique. D'immenses lustres en cristal inondaient de lumière des centaines d'invités en robes de soirée et costumes chers. Un orchestre jouait en direct. Des serveurs circulaient avec du champagne. C'était le triomphe de Holloway Holdings, une célébration de la force et du succès, même malgré la récente perte malheureuse de l'appel d'offres. Iboni entra dans la salle avec Walia. Elle portait une robe élégante et sévère de couleur bordeaux foncé fournie par l'hôtesse. Elle resta derrière Walia, dans son ombre. Tous les yeux, bien sûr, étaient fixés sur la matriarche, mais certains reconnurent Iboni et commencèrent à chuchoter. Elle sentit leur regard mais n'y prêta aucune attention. Aujourd'hui, il n'était pour elle que du décor.
Dante était au centre de la pièce. Il était le roi de la soirée. Il riait, acceptait les félicitations, serrait des mains. Beaucoup s'approchaient de lui et lui tapaient sympathiquement sur l'épaule. Ne t'inquiète pas pour cet appel d'offres, Dante. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Nous savons combien d'efforts tu y as mis. Et il hochait la tête avec un sourire reconnaissant et modeste, un sourire de Judas. À un moment donné, leurs regards se croisèrent. Il la vit debout à côté d'Oilia. La surprise traversa son visage, suivi d'un rictus méprisant et triomphant. Il quitta ses interlocuteurs et se dirigea droit vers elle d'une démarche nonchalante. Oilia s'était éloigné pour parler à quelqu'un du conseil d'administration, laissant Iboni seul. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, dit-il doucement en s'approchant. Il sentait le parfum cher et le succès. Tu as décidé de venir voir comment vivent les vrais gens ? Iboni resta silencieuse, le regardant droit dans les yeux. Son calme semblait le déstabiliser. Il s'attendait à de la peur, des larmes, de l'humiliation. Le chat t'a mangé la langue, siffla-t-il. C'est ça, tu n'as rien à dire. Au fait, je te dirais bien de rentrer chez toi, mais tu n'en as pas, c'était sa dernière parole, la dernière goutte de poison. Mais ça ne marcha pas. Iboni sourit juste légèrement. Ce sourire, calme et un peu triste, le décontenança. Il fronça les sourcils, essayant de comprendre ce qui se passait, mais il était trop tard. La musique s'estompa. L'animateur monta sur scène et annonça que le discours traditionnel serait maintenant prononcé par la fondatrice et propriétaire de l'entreprise, Oilia Holloway. La salle applaudit. Oilia monta lentement sur scène, s'approcha du podium et balaya les invités d'un regard lourd et autoritaire. Les applaudissements s'éteignirent. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers collègues. Sa voix, amplifiée par le microphone, porta à travers la salle. Chaque année, en ce jour, nous célébrons nos réussites. Mais aujourd'hui, je veux parler non pas du passé, mais de l'avenir. Cette année, l'avenir de notre entreprise a été sauvé. Et il a été sauvé non pas par moi ni par le conseil d'administration, mais par l'intelligence, le courage et la diligence d'une femme. Elle fit une pause, et tout le monde dans la salle se figea de perplexité. Iboni Mercé, veuillez monter sur scène. Des centaines de têtes se tournèrent vers Iboni. Un silence perplexe régnait dans la salle. Dante, debout à proximité, se figea la bouche à moitié ouverte. Il regarda sa femme, qu'il avait jetée dehors dans le froid glacial quelques jours plus tôt, marcher calmement et avec assurance vers la scène sous le regard de toute l'élite de la ville. Iboni monta les escaliers. Oilia lui fit un signe de tête silencieux et s'écarta, la laissant seule au podium. Dans la main d'Iboni se trouvait une petite télécommande pour le projecteur. Elle appuya sur le bouton. Les immenses écrans sur les côtés de la scène, qui affichaient auparavant le logo de l'entreprise, prirent vie, et la première diapositive à apparaître n'était pas un message de bienvenue, mais une photographie agrandie de la signature de Dante Gaines sous l'un des faux procès-verbaux de travaux effectués pour T. Fenel Consulting. Un murmure de confusion parcourut la salle. Dante devint pâle. Iboni appuya de nouveau sur le bouton. Diapositive suivante. Les écrans s'assombrirent et une vidéo commença. Granuleuse, en noir et blanc, un box de restaurant. Julian Holloway regardant nerveusement autour de lui, et un paquet d'argent qu'il cacha dans sa mallette. La salle halta. Tout le monde se tourna vers Julian, qui se tenait près de la scène, blanc comme la mort. Il ne cacha pas ses yeux. Il regarda l'écran, acceptant sa punition. Bouton. Diapositive suivante. Le diagramme du parcours de l'argent. Des dizaines de flèches partant des comptes de Holloway Holdings, vers des sociétés écrans, et convergeant finalement en un seul point, le compte personnel de Tasha Fenel. Bouton encore, et une grande photographie en couleur apparut sur les écrans. Dante étreignant tendrement une Tasha enceinte sur le porche de la clinique. Des échographies dans ses mains. Un couple heureux, de futurs parents. Les femmes dans la salle altèrent. Quelqu'un reconnut Tasha assise à l'une des tables du fond et la montra du doigt. Elle se ratatina sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. Bouton. Plan et documents constitutifs. Horizon Build and Supply avec les noms de Gaines et Fenel comme fondateurs. Preuve de la création d'une entreprise parasite. Et enfin, la dernière diapositive, le coup de grâce final, cette candidature à l'appel d'offres perdu et la page blanche au lieu de la signature et du sceau. Preuve de sabotage.
Ebony baissa la télécommande. Un silence de mort, assourdissant, régnait dans la salle. Personne ne chuchotait. Personne ne toussait. Tout le monde regardait des écrans à Dante, qui se tenait au milieu de la pièce comme une bête acculée. Son visage était tordu d'un mélange de rage et de terreur. C'était fini. C'était irréfutable. Il se tourna pour courir, mais il n'y avait nulle part où fuir. Deux hommes en costume strict s'approchaient déjà tranquillement de sa table. Deux autres se dirigèrent vers la table où Tasha sanglotait. Walia s'était occupé de tout. La police, invitée au gala en tant qu'invitée, a agi rapidement et silencieusement. Dante ne résista pas. Il était brisé. Alors qu'il l'emmenait devant la scène, ses yeux croisèrent ceux d'Ebony. Il n'y avait plus de haine ni de mépris dans ses yeux, seulement une peur primitive et une incompréhension. Comment avait-elle fait ça? À ce moment, Julian monta sur scène. Il s'approcha du microphone. Ce que vous avez vu dans la première vidéo est vrai, dit-il fort et clairement, regardant la salle. C'était mon erreur, mon crime, et je suis prêt à en subir les conséquences. À partir de cette minute, je démissionne de mon poste de PDG de Holloway Holdings. Il posa le microphone sur le podium et, sans regarder sa mère, descendit les marches. Walia s'approcha du podium et prit le microphone. « J'accepte votre démission, dit-elle à son dos. » Elle regarda Dante être emmené menotté, le suivant d'un long regard froid. Puis elle se tourna vers la salle, posa une main sur l'épaule d'Ebony et lui tendit le microphone. Ebony le prit. Elle regarda les centaines de visages qui la fixaient maintenant, non pas avec jugement ou curiosité, mais avec choc et respect. Elle retrouva sa voix. « Notre entreprise a survécu à un coup dur, dit-elle calmement et avec assurance. Sa voix ne vacilla pas, une trahison de l'intérieur, mais cela nous a rendus plus forts. À partir de demain, nous commençons une procédure d'audit interne complet et de restructuration. Nous récupérons tout ce qui a été volé, et nous deviendrons encore plus prospères. Madame Holloway m'a montré sa confiance en m'offrant le poste de PDG par intérim, et je l'accepte. » Elle fit une pause, balayant du regard la salle figée. « Et maintenant, si vous me le permettez, la fête est terminée. Demain, nous avons tous beaucoup de travail à faire. » Elle posa le microphone et, sans se retourner, quitta la scène. Elle a pris son travail, sa liberté, sa réputation. Elle a gagné, complètement. Je suis vraiment heureuse que vous soyez là et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous l'avez aimé, montrez-le-moi en aimant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Voyons combien nous sommes. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est. Je suis si curieuse de savoir d'où vous vous connectez, vous tous, gens merveilleux. Si vous voulez me soutenir un peu plus, vous pouvez aussi envoyer un petit don. Je partage de nouvelles histoires de vie pour vous chaque jour. Et maintenant, 2 de mes histoires les plus populaires apparaîtront à l'écran pour que vous puissiez choisir quoi regarder ensuite.